cette autre conférence midi de l'Oregon, qui est organisée en collaboration avec le REQEF, le Réseau québécois en études féministes. Aujourd'hui, on accueille Caroline Caron, qui est professeure au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Elle a obtenu un doctorat en communication de l'Université Concordia et mène depuis 10 ans des recherches sur les rapports complexes entre les adolescents, les médias et la société. Elle recourt principalement aux méthodes qualitatives et à l'approche de la théorisation ancrée. Caroline porte particulièrement attention aux significations que les jeunes investissent dans leur pratique médiatique et communicationnelle. Et après s'être intéressée dans sa thèse doctorale aux représentations médiatisées de la sexualité des adolescentes et des jeunes femmes au Québec, ses travaux portent maintenant sur les espaces publics alternatifs créés par et pour les jeunes, tels que les médias alternatifs, les youth media et les espaces de communication en ligne. Donc, en examinant ces espaces de création et de discussion comme des sites possible d'engagement citoyen. Ce travail se veut également une contribution au renouvellement des cadres conceptuels et méthodologiques dans l'investigation des transformations contemporaines de l'engagement des jeunes. Donc, les recherches et les observations de Caroline, plus récemment dans l'univers virtuel, l'amènent aujourd'hui à nous parler d'enjeux féministes autour des thèmes de la prise de parole publique des filles et des femmes. Donc, selon elle, le principe d'égalité homme-femme, qu'on tend à tenir pour un acquis du féminisme, il est mis à mal dans l'univers numérique par certaines attitudes et certains comportements sexistes qui sont récurrents. Donc aujourd'hui, elle nous présente une conférence qui s'intitule Web 2.0, un espace égalitaire, et elle propose de poser et d'illustrer certains enjeux féministes actuels au sujet de la prise de parole en ligne par les filles et les femmes. Caroline. Merci beaucoup, Louise, pour cette présentation. Puis merci beaucoup à l'Oregon et notamment à Denise Côté de m'avoir invitée à faire partie de cette belle série, de cette belle brochette d'invités qu'on a pu entendre tout au long de l'année. Je suis très choyée et honorée d'avoir été invitée à participer à cette série-là, alors merci beaucoup. Comme Louise l'a mentionné, je m'intéresse au rapport entre les jeunes et les médias et surtout dans une perspective d'engagement citoyen. Et dans le cadre de mes études, de mes recherches, j'essaie de mettre en valeur présentement l'apport positif que peuvent apporter cette participation des jeunes à la production de médias. Je m'intéresse en particulier à l'engagement des jeunes par la production de contenu médiatique et j'ai illustré cet apport-là positif dans un article à paraître très prochainement dans la revue Liens social et politique où je parle de l'expérience participative des jeunes en ligne. Donc, cet aspect positif-là, il m'intéresse beaucoup. Cependant, le thème de ma présentation aujourd'hui, c'est d'examiner un peu le côté un peu plus sombre de ces relations-là entre jeunes et médias et plus largement le rapport de la prise de parole publique des filles et des femmes dans un univers qui est, j'oserais dire, dominé par peut-être une parole plus masculine, ou en tout cas des normes masculines qui font en sorte que la prise de parole des filles et des femmes n'est pas toujours, mais peut être dévalorisée, dénigrée et peut même donner lieu à des campagnes d'harcèlement et d'intimidation et de menaces en ligne. Et ça, je pense que c'est un problème important. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter des résultats de recherche qui concernent seulement les jeunes. Je voudrais plutôt vous parler de mes recherches exploratoires durant la dernière année sur le web social. J'ai été amenée à m'intéresser aux profils créés par des jeunes sur YouTube notamment et sur d'autres réseaux sociaux, mais principalement sur YouTube, pour examiner justement l'engagement des jeunes à travers la production et la diffusion de vidéos en ligne. Mais à travers cette observation-là, j'ai aussi noté des phénomènes qui m'ont un peu dérangée, notamment dans les réactions, les réponses qui étaient données à des productrices de vidéos. Alors, ces commentaires-là m'ont amené à développer un questionnement féministe par rapport à ce phénomène-là.
Mais ce faisant, j'ai réalisé que les enjeux de prise de parole publique des femmes et les enjeux d'égalité surtout ne concernaient pas seulement que les jeunes. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une manière plus générale de la prise de parole publique des filles et des femmes et je ne vais pas baser l'illustration de mon propos seulement sur des exemples de jeunes parce que selon moi, si je faisais ça, ça pourrait comporter deux risques importants. Le premier risque important, c'est de stigmatiser davantage le phénomène de participation des jeunes aux médias sociaux. On entend souvent dans les médias parler de l'impact négatif des réseaux sociaux, des médias sociaux sur la vie des jeunes, notamment le phénomène de cyber-intimidation, etc., qui est un phénomène réel, important, mais lorsqu'on parle de médias sociaux et de jeunes dans les médias mainstream, c'est souvent que de ça dont il est question. Je ne veux pas accentuer le phénomène d'une part et d'autre part, je ne veux pas donner l'impression que le phénomène d'harcèlement, d'intimidation, de violence en ligne ne concerne que les jeunes. Je pense que ça a des racines beaucoup plus profondes et notamment lorsqu'on examine le phénomène d'un point de vue féministe, c'est-à-dire en nous attardant aux rapports sociaux de sexe, on se rend vite compte que les enjeux d'égalité concernent autant les jeunes, c'est intergénérationnel finalement. Ça concerne les jeunes, mais ça concerne aussi toutes les catégories d'âge. Donc, mon propos, je vais l'illustrer à partir d'un cas que je pourrais qualifier d'extrême. Je vais illustrer des enjeux d'égalité qui se posent dans le web social, le web participatif, à travers un cas extrême qui s'est passé aux États-Unis. Juste avant, je voudrais préciser qu'est-ce que le Web 2.0, qu'est-ce que le Web social ou encore le Web participatif que j'utilise de manière interchangeable. Il faut savoir que le Web 2.0 se définit en rapport avec le Web 1.0, évidemment, qui a précédé ce Web 2.0. Donc, pour les non-initiés, l'expression Web 2.0, ça appartient au vocabulaire des programmateurs informatiques et il traduit une évolution technique déterminante qui est survenue autour des années 2004-2005, grâce à laquelle les usagers de l'Internet peuvent désormais produire, distribuer leur propre contenu médiatique en ligne. La transition entre le Web 1.0 et le Web 2.0, bien, ça marque le passage d'un Internet qui était beaucoup plus statique où on pouvait consulter de l'information seulement. C'est plus le Web des années 1990 où beaucoup de compagnies, par exemple, d'institutions pouvaient créer une page et diffuser de l'information, mais il n'y avait pas nécessairement de l'interactivité. Le Web 2.0, c'est survenu d'évolutions technologiques qui ont permis de rendre le Web beaucoup plus interactif. Et de là, le Web 2.0 ou Web social, comme les chercheurs Serge Proulx et Florence Millerand le qualifient, pour désigner un espace social, un dispositif socio-technique où il y a des interactions humaines, une communication participative. Donc maintenant, désormais, avec ce web social-là, les moyens de production des messages médiatisés n'appartiennent plus aux grandes corporations qui produisent des journaux, qui produisent les émissions de télé, etc. Tout le monde, tous les utilisateurs peuvent maintenant générer du contenu, le partager, le distribuer. Et ça, c'est un changement structurel majeur dans les moyens de communication d'aujourd'hui. Et ça a un impact sur les rapports sociaux et sur les interactions sociales. Contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas un monde virtuel et un monde réel. Les deux sont interreliés. Mais on continue d'entretenir un peu cette vision où il y aurait un monde non réel, virtuel, qui serait à part, qui serait le monde du numérique, et un monde physique, matériel, et qui constituerait deux sphères séparées. On a de plus en plus de recherches qui tendent à montrer que c'est pas comme ça que les usagers vivent ces moyens de communication-là. Le cas que je veux mettre en valeur aujourd'hui pour illustrer des enjeux d'égalité qui se posent dans le web social, c'est le cas de Anita Sarkeesian. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont entendu parler de cette jeune femme canado-américaine? Non, je vois personne opiner, non. Alors, Anita Sarkeesian est une jeune militante féministe qui est née au Canada, mais qui vit maintenant aux États-Unis. C'est une jeune vidéo-blogueuse qui produit sur Internet un site Internet qui s'appelle Feminist Frequency, qui est un site où elle présente des analyses
féministe des jeux vidéo. Anita Sarkeesian, c'est elle-même une grande amateur de jeux vidéo. Elle est membre de ce qu'on appelle la culture des gamers, des amateurs de jeux vidéo. Elle-même se décrit comme une personne qui a toujours aimé les jeux vidéo depuis sa tendre enfance. Et elle s'est intéressée à développer une perspective féministe sur le contenu de ces jeux vidéo-là, sur les modes d'interaction entre les personnages, mais surtout les caractérisations des personnages féminins versus personnages masculins. Et elle a produit une série de vidéos en ligne où elle déconstruit les représentations stéréotypées des hommes et des femmes, mais particulièrement des femmes, dans ces jeux vidéo-là. Donc, par exemple, si on pense au jeu Mario Bros, que sans doute tout le monde ici connaît, on sait que le jeu vidéo Mario Bros repose sur... mais le but du jeu, c'est de délivrer la princesse emprisonnée dans un château, et c'est Mario Bros, mais c'est le personnage masculin, courageux, vaillant, qui va accomplir une série d'exploits pour aller délivrer la princesse. Donc, Anita Sarkeesian examine tous les jeux vidéo disponibles sur le marché, les examine avec un questionnement féministe, et elle dénonce en fait une culture du jeu vidéo qui est sexiste, misogyne, où les femmes et les filles et les femmes sont la plupart du temps représentées comme des objets, non comme des sujets de l'action, et comme des personnes aussi qui sont passives, qui ont besoin de l'aide des autres et qui ne sont pas les actrices du jeu vidéo. Bon, c'est un exemple. En mai 2012, Anita Sarkeesian a décidé d'aller sur le site Kickstarter, qui est un site de sociofinancement en ligne, et elle a demandé du financement pour pouvoir faire de son site, en fait, son site Internet, initialement, c'était une chaîne sur YouTube. Alors, elle publiait ses vidéos sur YouTube, mais là, elle voulait passer à un site Internet très actif et voulait faire migrer ses vidéos sur ce site-là et prendre une certaine ampleur et prendre une importance plus grande sur le net. Et elle a levé une campagne de financement où elle visait atteindre 6 000 $. Et en 24 heures, son objectif a été atteint. Elle a réussi à avoir ses 6 000 $. Et imaginez-vous que non seulement elle a atteint son objectif, mais qu'elle a recueilli en fait près de 150 000 $. Alors, ça montre qu'il y a aussi beaucoup de solidarité qui peut être présente en ligne. Sauf que le côté plus sombre de cette victoire-là, c'est que ça a déclenché une vaste campagne de harcèlement sexuel, sexiste, une campagne de dénigrement sur Internet, principalement menée par de jeunes hommes appartenant à cette culture du monde du jeu vidéo, qui ont voulu la dénigrer, ridiculiser sa critique féministe, la discréditer, et qui ne se sont pas contentés de remettre en question cette analyse, mais qui ont vraiment voulu faire taire Anita Sarkeesian. Pour vous donner des exemples de comment cette campagne de harcèlement-là s'est déroulée, il y a eu des réponses. Bon, d'abord, son site Internet a été pris d'assaut et paralysé, donc elle n'était plus capable d'accéder à son site, de continuer à produire des vidéos, et donc son site Internet avait été vandalisé. Sa page Wikipédia a été vandalisée. On a mis des photos d'elle retouchées et qui représentaient des images de sexualité. Alors, sa page Wiki vandalisée. On a utilisé la technique du spam aussi pour paralyser tous ses comptes de courriel. Donc, en envoyant plusieurs messages à répétition, on a paralysé sa boîte de courrier électronique, ce qui lui a coupé pendant un certain temps son accès à sa boîte de courrier électronique. Elle a reçu beaucoup de courriels menaçants, accompagnés d'images retouchées de son propre visage. Puis je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, qui étaient des images dégradantes et intimidantes aussi. Donc, elle a reçu ça à ses adresses de courriel personnel, et ces mêmes images-là ont été diffusées dans l'Internet également.
Donc, c'était une campagne de dénigrement, de harcèlement vraiment très, très, très intense qu'Anita Sarkeesian décrit, raconte dans une capsule vidéo en ligne. Elle le raconte lors d'une conférence qu'elle a donnée aux États-Unis. Et elle a eu beaucoup de courage, je pense, de raconter cette histoire-là. Elle a eu beaucoup de réponses suite à ça, mais aussi beaucoup de soutien de la part de la communauté féministe et des internautes. Donc, ce qui révèle en même temps que le web participatif est ce que j'oserais qualifier un espace public ambivalent par rapport à l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que d'une part, il facilite la participation, la mobilisation féministe notamment et pro-féministe. Pensez par exemple au fait qu'Anita Sarkeesian a réussi à recueillir 150 000 $ lors de sa campagne de financement. C'est vraiment astronomique, c'est exceptionnel. Mais en même temps, c'est un espace où s'exprime énormément de misogynie. Et cette misogynie-là est, je crois, un problème important parce qu'il peut risquer d'inhiber la prise de parole publique des filles et des femmes. C'est-à-dire que même si toutes les femmes qui s'expriment dans l'espace public numérique ne sont pas nécessairement victimes de campagnes aussi intenses que ce qu'a subi Anita Sarkeesian, le fait de savoir que cette violence-là est possible, on peut penser que ça peut inhiber, ça peut prévenir, ça peut faire en sorte que les femmes peuvent se retenir de prendre la parole de peur d'être victimes d'une campagne semblable. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller visionner cette vidéo-là où Anita Sarkeesian raconte cette histoire-là. Je vous donne des exemples d'images qui ont été utilisées et qui montrent la misogynie qui était vraiment au cœur de cette campagne de harcèlement-là. Alors, sur cette image-là, vous voyez Anita Sarkeesian. De loin, est-ce que vous la voyez quand même assez bien? De loin, on ne voit pas que ça a été retouché, là. Mais en fait, c'est un jeu vidéo que des jeunes gamers ont créé. Alors, ils ont pris son image, puis ici, c'est écrit « Click to hit her ». Donc, cliquez ici pour la battre. Okay? Donc, il y avait un petit bouton ici, puis on pouvait cliquer pour battre Anita Sarkeesian sur le visage jusqu'à temps que et là, ça devient rouge, il y a des ecchymoses qui apparaissent, jusqu'à ce qu'on la voit apparaître comme ça. Okay? Donc, je pense que c'est important de montrer les images parce que cette misogynie-là dont je parle, elle s'exprime vraiment par et dans la communication. Et c'est des stratégies, pas seulement verbales, mais des stratégies aussi de retouche d'images, par exemple, des stratégies d'application de nouveaux titres qui permettent de reformater son propre message et de transformer la critique féministe d'Anita Sarkeesian en d'autres choses, notamment en mensonges. Il y a par exemple un jeune homme qui a créé une vidéo qui imite, qui parodie les vidéos d'Anita Sarkeesian, puis lui, il utilise l'image de Pinocchio, puis il dit que Anita Sarkeesian est comme Pinocchio, elle raconte des histoires sur la culture des jeux vidéo qui sont fausses. Donc, on essaie de miner la crédibilité de son analyse et de nier par le fait même les rapports sociaux inégalitaires qui sont présents dans cette culture-là. Donc, il y a vraiment un effort délibéré pour nier et pour essayer de maintenir une idéologie de genre qui est présente dans cette culture-là plutôt masculine. Ici, je vais vous montrer une image qui peut être choquante pour plusieurs personnes. Moi, je la trouve choquante, mais je veux la montrer quand même. C'est un autre exemple de retouche d'image que certains jeunes amateurs de jeux vidéo ont fait. Alors, on a repris l'image, une photographie numérique d'Anita Sarkeesian. Ici, on la traite de, je m'excuse d'utiliser le mot, mais de putain. Alors, c'est des mots qu'on a inscrits sur l'image. Puis, on voit qu'il y a un phallus qui a été dessiné, ajouté sur l'image avec une éjaculation. Donc, ici, on réfère vraiment à des stratégies qui reprennent les codes de la pornographie et qui permettent de créer des images de soumission et de domination sexuelle. Et évidemment, ce type de réaction-là, bien, on peut penser que ce que ça fait, c'est que ça peut intimider les femmes, effectivement, parce que il y a personne qui souhaite subir ce genre d'image-là, parce que c'est dégradant et c'est humiliant, en fait, de voir de soi-même une image comme ça qui circule sur l'Internet. Il y a aussi, au lieu d'être des images repiquées, il y a aussi des dessins qui ont été faits. C'est la dernière image que je vais vous montrer.
Ici, ce sont des dessins qui représentent des scènes de viol où on fantasme sur l'idée de violer Anita Sarkeesian pour la punir, la corriger de la dénonciation qu'elle a faite. Alors ici, on voit Mario Bros avec ce qu'on présume être une image d'Anita qui est camouflée. Ça aussi, ça reprend un code de la pornographie. Hein. Les images pornographiques qu'on censure ont cette apparence-là. Et c'est une image carrément de viol. Puis à côté, une autre image qui montre le déplacement de la discussion d'un ciblage individualisé à un fantasme de viol beaucoup plus collectif, pas collectif, mais de la critique féministe, où là, ici, on ne parle plus d'Anita, mais des féministes dont on pourrait faire un objet sexuel. Donc, toutes les féministes qui critiquent la culture des jeux vidéo, bien, on pourrait s'en servir comme d'un jeu, c'est comme des objets sexuels. Là, vous voyez mal de loin, là, mais c'est un bras d'homme ici avec une chaîne et il y a une femme qui est attachée, puis on dit ici de féministe fuck toy. Okay. Je suis désolée de vous montrer des choses qui sont choquantes, mais ce sont des histoires, je pense, qui surviennent dans l'univers numérique, dont on n'entend pas nécessairement beaucoup parler, mais qui existent et qui doivent, selon moi, être analysés. Bien sûr, un cas comme ça, c'est un cas qui est extrême, puis on peut se demander bien jusqu'à quel point est-ce que, bon, c'est pas un cas à part, un cas isolé, qui n'aurait aucune signification sociale finalement et sur laquelle on ne devrait pas trop s'attarder parce que ce serait juste un cas isolé. Moi, je maintiens que le fait que ce soit un cas aussi extrême, c'est au contraire très important parce que c'est probablement un indice. Je pourrais comparer ça à l'image du iceberg et voir que ce cas-là extrême est peut-être la pointe du iceberg de quelque chose de souterrain qui est peut-être beaucoup plus indicible, beaucoup plus difficile à cerner, moins visible, moins audible, moins publicisé, moins médiatisé, mais qui survient quand même. Puis la preuve de ça, c'est qu'il y a certains journalistes, ça s'est peu discuté ce cas-là dans les médias francophones, mais ça a été beaucoup discuté dans les médias britanniques, les médias canadiens, anglais un petit peu, et les médias aux États-Unis. Et il y a des journalistes féministes qui ont rapporté ce cas-là, qui ont parlé du harcèlement sexuel en ligne que subissent les femmes. Et certaines de ces journalistes-là disent dans leur article, suite à la publication de mon article, il y a plein de femmes qui ont communiqué avec moi puis qui m'ont raconté, moi aussi j'ai vécu quelque chose de semblable puis j'en ai pas parlé. Et ces journalistes-là disent, j'essaie de les amener à témoigner, mais elles ne veulent pas le faire publiquement. Donc, je pense que c'est un cas qui, même s'il est extrême puis qui n'arrive pas à toutes les femmes, très certainement, le fait que les femmes sachent que ce genre de campagne-là existe et qu'elles pourraient être éventuellement victimes de telles violences, parce que c'est vraiment une forme de violence, moi, je pense qu'il y a des questionnements à se poser sur le fait que peut-être il y a d'une certaine façon un impact sur la prise de parole publique des femmes dans le sens d'une inhibition, c'est-à-dire qu'il se pourrait que les filles et les jeunes femmes intériorisent cette menace-là possible et s'auto-censurent finalement ou hésitent à prendre la parole sur le web parce que c'est un risque qui est présent pour les femmes. Et en quoi est-ce que c'est sexiste? Bien, c'est que moi, j'ai pas vu la même chose se poser, le même problème se poser pour les jeunes garçons ou les jeunes hommes. Même si le phénomène qu'on appelle la cyber-intimidation existe effectivement pour tout le monde, ça, je pense que tout le monde est égal par rapport à ça. Chez les jeunes, on sait que la cyber-intimidation, ça touche pas, c'est pas juste une affaire de rapport gars-filles, mais ça peut être quelque chose qui concerne l'orientation sexuelle, l'apparence physique, les différences d'apparence, etc. Mais je pense qu'il y a un phénomène vraiment qui concerne les rapports sociaux de sexe en ligne dans le web social qui mérite notre attention et qui mérite d'être analysé dans une perspective vraiment féministe pour qu'on se demande si le web social est un espace qui permet vraiment de manière égalitaire aux hommes et aux femmes de s'exprimer, de prendre part aux échanges et d'éventuellement actualiser cette utopie d'un web participatif qui est égalitaire et qui facilite la participation de tous et de tous. Parce qu'on entend beaucoup parler de cette utopie que le web permettrait une certaine égalisation des rapports sociaux dans une certaine mesure, parce que, étant donné que l'accès
si on a le matériel technique, on peut participer. Je pense que c'est pas juste une question d'accès aux appareils, mais il y a vraiment aussi une question de rapports sociaux qui se jouent en ligne. Pour aller pour corroborer un peu cette affirmation que je fais à l'effet qu'un cas extrême comme le cas d'Anita Sarkeesian est peut-être révélateur d'un phénomène souterrain bel et bien réel, mais sous-documenté, je pourrais peut-être faire un lien avec le cas récent qui s'est passé dans notre région à l'Université d'Ottawa. Vous avez entendu parler sans doute d'Anne-Marie Roy, la présidente de la Fédération des étudiants et étudiantes, de l'autre côté de la rivière, qui a découvert qu'elle avait été l'objet de discussions, de propos sexistes à caractère sexuel en ligne sur une page Facebook. C'est quelque chose dont vous avez entendu parler, oui. Ici, c'est un cas qui est un peu différent dans le sens que ce qui est arrivé, ça n'est pas une réaction à une prise de parole publique de la part de cette représentante étudiante-là en ligne, mais c'est plutôt une discussion qui a été qualifiée de personnel, privé, entre 5 jeunes hommes, dont le contenu était sexuel et violent aussi. Et on a maintenu que, c'est ce qui c'était leur défense, que c'était une conversation privée, virile, et que donc c'était, s'il n'y avait pas de vraiment, c'était un non-événement, cette explosion-là dans les médias, cette réaction-là intense face à ces propos-là. Par contre, j'aimerais rappeler que c'est quand même une réaction qui concerne une femme qui occupe une position, une figure publique, qui occupe un rôle où elle doit prendre la parole publiquement. C'est une présidente du mouvement étudiant. Et ce n'est pas non plus non signifiant que ces jeunes hommes-là qui ont tenu des propos sexistes, machistes, aient été des pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire des représentants élus avec elle, dont on pourrait s'attendre qu'ils travaillent d'une manière égalitaire. Ce que révèlent ces propos-là, dont vous n'avez peut-être pas entendu la teneur, parce que les médias ont été quand même assez frileux pour en parler de qu'est-ce qui s'était vraiment dit, mais moi, je vais vous le dire, je l'ai trouvé. Ça se trouvait, ça a été diffusé en ligne, il y a eu une solidarité féministe qui s'est manifestée très fortement. Ces propos-là ont été publiés sur un blog, puis il y a vraiment des féministes qui ont dénoncé ces propos-là. Ce que ça disait dans ces propos, c'était quatre représentants élus étudiants et un autre étudiant qui n'était pas élu, échangeaient entre eux, et dans la conversation, à un moment donné, il y en a d'eux qui dit moi, et là, c'est des propos très, très vulgaires, je ne vais pas les répéter avec les mêmes mots, mais je vais les dire avec des mots un petit peu plus décents. Mais ce qui est dit, c'est Anne-Marie Roy, moi, elle va me faire une fellation, puis après ça, je vais la sodomiser dans le bureau de Pat. Je ne sais pas c'est qui Pat, mais bon. Alors, vous voyez, ici encore, c'est une image vraiment qui est pornographique, qui réfère à des scripts sexuels qu'on trouve dans la pornographie. À cela, d'autres répondent en riant, en s'amusant. Oui, c'est ça, elle mériterait de se faire punir avec un phallus. C'est pas le mot qui est utilisé, mais encore cette idée de on doit punir, on peut corriger une femme. Et là, ça rigole un peu. Un autre dit, moi, celui qui réussit à lui faire ça, je lui paye une bière. Alors, on rit. Et là, il y a quelques propos où il est question du fait qu'elle aurait peut-être une maladie transmise sexuellement. Donc là, il y a un effet de rumeur qui est présent. Et ça se termine en disant, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui réussit à lui faire ça, Anne-Marie Roy, bien, moi, en fait, je vous paye une caisse de 24. Donc, le fait que ces propos-là puissent être tenus par des jeunes hommes, au-delà du fait qu'ils se soient défendus en disant c'est une conversation privée, ça n'aurait pas dû être publicisé, je pense qu'on peut quand même s'interroger sur ce que ça veut dire que des jeunes hommes se pensent autorisés et légitimes dans le fait de prononcer de tels propos. Évidemment, il y avait peut-être un manque de précaution de leur part de faire ça sur Internet, et ils disent qu'ils croyaient que c'était privé, que ça ne serait pas diffusé, ça l'a été. Mais je pense que cet argument-là est très intéressant ça n'aurait pas dû être diffusé, c'est une conversation virile. Je pense qu'il faut interroger, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'une conversation virile, ça veut dire que oui, c'est correct, autrement dit, en sous-texte, ça veut dire c'est correct pour les jeunes hommes d'échanger des propos qui objectivent les femmes sexuellement et qui expriment aussi des fantasmes de domination
discrimination et d'abus sexuels des femmes. Ça, je pense que c'est très révélateur et c'est à problématiser également. En fait, par ce type d'échange-là, ce qu'on voit, c'est que on peut observer dans l'espace public numérique des efforts vraiment de maintien d'une norme qui est masculine dans les échanges en ligne, où justement cette culture masculine-là est très difficile à questionner parce que ceux qui la promeuvent n'ont pas tendance à vraiment se remettre en question. Et dans les échanges publics autour de cet événement-là, par exemple, je suis allée voir le site de Radio-Canada, la section forum de discussion, qui est un forum qu'on dit modéré. Vous irez les voir si ça vous intéresse, mais il y a les commentaires qui ont été faits. Très peu se sont interrogés sur qu'est-ce que ça peut faire aux femmes d'être victimes de ce genre de propos-là. À quel point ça peut être vécu comme un dénigrement, comme quelque chose de blessant, comme quelque chose qui salit les femmes aussi. Les propos qui sont tenus dans le forum de discussion que j'ai observé, il y avait beaucoup de gens qui disaient, j'en ai noté quelques-uns, je pense que juste ça mériterait d'être étudié. On a dit, Anne-Marie Roy, oui, on a dit qu'elle s'était montrée immature en publiant, en rendant public ce qui lui était arrivé, qu'elle aurait dû garder ça pour elle. Elle a été immature, elle a gâché la vie de ces jeunes hommes-là. C'est ça qui a été dit. Donc, ces conversations-là dans le web nous disent quelque chose sur les rapports sociaux de sexe qui méritent d'être étudiés selon moi aussi. On a dit, on lui a prêté des intentions malveillantes. On a dit qu'elle voulait leur faire du mal. Elle avait peut-être c'était peut-être une stratégie politique pour essayer de miner la crédibilité de ces jeunes-là, de ses collègues au CA, et qu'elle voulait peut-être juste leur nuire. Il y en a qui ont dit que ce qu'elle a subi, c'est rien comparativement à la vie finie de ces jeunes hommes. On a dit aussi, ça c'est un argument qui revenait souvent, on qualifiait cet incident-là comme un non-événement, comme quelque chose qui appartient aux hommes, qui est comme une façon de parler admise, légitime, et qu'on ne peut pas questionner. C'est comme ça que les hommes parlent entre eux des femmes. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de contestation de cette idéologie de genre-là et des rapports sociaux, je pense que c'est quelque chose qui est problématique. Puis en même temps, ce qu'on voit dans ces forums-là, c'est que c'est un territoire aussi pour contester les rapports sociaux de sexe inégalitaire, mais aussi pour travailler à essayer de les maintenir. C'est-à-dire les tentatives que les femmes prennent pour déplacer la frontière et rendre le web participatif égalitaire rencontrent une résistance qui s'exprime par des tentatives de maintien de cette frontière-là. Donc, quand je parle d'un web participatif qui est ambivalent, un espace public qui est ambivalent, ce que je veux souligner, c'est que d'un point de vue féministe, c'est tout aussi important de reconnaître que c'est un espace qui permet davantage la participation des femmes pour prendre la parole publiquement, mais qu'en même temps, cette prise de parole-là peut rencontrer des résistances, peut rencontrer aussi une certaine forme de misogynie et de violence. Et moi, je souhaite m'interroger dans mes recherches futures sur l'impact potentiel de ces pratiques-là sur le fait que les femmes se sentent à l'aise ou pas de participer aux espaces publics délibératifs. Et je pense que ça, c'est un enjeu c'est un enjeu d'égalité.